Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Coste. Salut Bastien. Salut, merci à toi pour l'invitation. Merci à toi d'être présent aujourd'hui. Comment ça va? Première Bah écoute, ça question. va. Comme je te disais tout à l'heure, en vacances, donc ça fait du bien de couper un peu vu que depuis juillet, j'ai pas trop coupé entre différentes activités. Donc là, 2 semaines off avec le club, ça fait du bien, ça permet de recharger un petit peu les batteries et de revoir un peu, ce qu'on a fait sur la première partie de saison, donc c'est toujours agréable, quoi. Ouais, et c'est important, je pense aussi pour repartir sur de bonnes bases. Et c'est ça, parce qu'après il va falloir tenir jusqu'à juin, donc là, les saisons sont commencées, mais sont quand même assez longues, et sont dures mentalement, autant que physiquement, donc faut pouvoir encaisser les saisons entières, quoi. Ouais, bien sûr. J'aurais une première question. Est-ce que tu pourrais te présenter, parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce que tu fais actuellement dans le monde du sport? Ouais. Alors donc déjà premièrement, donc là j'ai eu, 30 ans cette année. On va dire ça Ok. fait 10 ans maintenant que je suis dans le monde de l'entraînement, donc on va dire à haut niveau et professionnellement ça va faire 7-8 saisons. Donc j'ai fait un master STAPS, donc licence et master 1. Le master 2 j'ai pas pu le finir parce qu'ils ont décidé de changer en fait la maquette enfin à la rentrée sans nous prévenir, et vu que je venais à cette époque-là de signer moi mon CDI avec mon ancien club, j'ai pas eu droit à la dispensation, et donc j'étais de la même génération que Max Attenhoven, tu sais? Et Ouais. on avait prévu de faire le mémoire ensemble, et en fait, bah, le jour de la rentrée, ils nous ont dit: «Maintenant, il y a plus de dispense d'activité, c'est 2 semaines de cours, 2 semaines de stage, toute l'année, de septembre à mai». Donc du coup, on n'a pas pu finir le master. Mais bon, ça a pas on va dire, ça a été un mal pour un bien, dans le sens où le master allait pas nous apporter, grand-chose en plus, sachant qu'on avait déjà, nous, nos activités à côté. Et donc en fait, j'ai fait mes années de stage, en licence à Colomiers au rugby, vu que moi je viens quand même du rugby à 15, même si j'ai fait du tennis aussi en sport-études, mais j'ai quand même, fini par le rugby à 15, on va dire. Donc licence à Colomiers, club de rugby de Pro Les 2, donc voilà, j'étais sur le pôle jeune, hein, j'étais pas sur les pros. Et après, à partir du master 1, en fait, j'ai eu la possibilité de signer un contrat, un CDI au Toulouse Olympique 13. Et en parallèle, j'avais aussi démarré, puisque j'avais une proposition du club de tennis de Blagnac sur la partie pôle jeune haut niveau. Donc là, c'est les meilleurs jeunes, on va dire, français qui jouent à la fois sur le circuit français, mais aussi européen et international. Donc j'ai eu la chance, en fait, dès la fin de mon master 1, d'avoir déjà deux possibilités de temps plein, quoi. Et donc, en fait, j'ai été salarié par mon club de rugby, et c'est là que j'ai monté mon auto-entreprise, donc c'était en 2017, pour pouvoir faire des heures, et bosser au club de tennis, quoi. Donc pendant pas mal d'années, j'ai fait un petit peu les 2. Bon, principalement le rugby, hein, puisque c'était mon club salarié, donc c'était quand même la priorité. Et là, beh, récemment, maintenant, je suis dans le hand. Après cette saison au rugby à 13, je suis passé dans le hand cette année depuis juillet là, avec le Phoenix, club pro, au hand à Toulouse. Uniquement sur les pros ou tu t'occupes Ouais. aussi du Non, CF? non, uniquement sur les pros. Donc quand j'étais au TO13, j'ai fait une partie avec les pros sur la réhab, et sinon Ok. du début à la fin, j'étais sur le centre de formation et l'équipe réserve, donc qui est la réserve des pros. Et là maintenant, je m'occupe uniquement des joueurs pros, et il y a un prépa physique qui gère le centre de formation. Ok, ça marche. Et comment elle s'est fait cette transition entre le rugby et le hand? Bon alors là, donc enfin, la passation, s'est faite en fait assez rapidement. C'est-à-dire que dans mon club de rugby, bon, j'avais envie d'aller voir un petit peu ailleurs, et après ça s'est fait aussi parce que, beh, économiquement le club a rencontré un peu de difficultés. Donc on a eu des propositions en fait tout simplement de rupture conventionnelle, et à ce moment-là en fait le Phoenix cherchait un prépa puisque Max Altenhoven partait, du coup, tu sais? Hmm. Ouais, ouais. Et donc du coup, moi, Max en fait m'avait parlé de ce projet-là il y a déjà un moment, depuis le mois de janvier. Et vu qu'aussi à côté, là, j'ai oublié de t'en parler, mais j'ai monté une salle de prépa physique dans un club de paddle à Colomiers où j'habite là, qui marche très bien. J'ai des athlètes à la fois amateurs et professionnels. Et donc vu que j'avais monté ce projet-là qui marchait bien, je lui ai dit: «Écoute, le Phoenix, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas le bon timing pour moi». Et là, du coup, au moment où le club m'a dit: «Bah, écoutez, on peut vous proposer ça, sinon après il y aura des licenciements». Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Ils avaient déjà trouvé un autre prépa sur le Phoenix, mais le gars, a eu un empêchement, donc au dernier moment, il les a un peu plantés. Et c'est là que Max m'a dit: «Écoute, ça fait un moment que je cherche un mec, j'aimerais bien que ce soit toi, ou du moins que tu fasses les tests pour voir si tu peux être pris», et donc voilà, ça s'est fait comme ça en vraiment 15 jours, 3 semaines, j'ai signé au Phoenix, quoi. Du coup, ça s'est fait plus par le biais de Max qui était l'ancien prépa ou C'est ça, ouais. C'est ça, en t'as fait, pas eu ils les voulaient, interventions du staff, ah si, des si, entraîneurs? si, Ah si, oui. j'ai eu les interventions du staff. C'est juste qu'en fait, ils avaient demandé enfin à Max et à même d'autres membres du staff de leur proposer un peu des profils pour déjà avoir une présélection, et après c'est le staff et le président qui décidaient. Donc j'ai eu plusieurs entretiens avec le staff, avec le président, et cetera. J'en ai eu 2 ou 3 en tout.
Et donc après, la section s'est fait comme ça. La chance que j'ai eue, on va dire, c'est que vu que je connaissais Max et qu'on a quand même plus ou moins la même philosophie, la même méthodologie de travail, ils savaient qu'ils allaient avoir quand même une continuité dans le travail qui était fait, tu vois. Qu'il allait pas avoir un prépa qui allait vouloir arriver, révolutionner tout changer, sachant qu'il y avait déjà des très bons résultats avant, donc il n'y avait pas d'intérêt à tout changer. Et ils voulaient quelqu'un disponible immédiatement et qui était sur Toulouse, puisque c'est plus facile quand même de prendre quelqu'un qui habite sur Toulouse que faire descendre quelqu'un, je sais pas, de Paris ou d'ailleurs en France, quoi. Donc le passage s'est fait comme ça, on va dire, pour la partie contractuelle professionnelle. Et après la transition, en fait, j'ai été dans le bain immédiatement, puisqu'on a attaqué le 22 juillet, avec une semaine de reprise à Toulouse, et après on est parti en stage en Andorre. Et là, en fait, la différence entre le rugby et le hand, c'est qu'il y a énormément de volume et d'intensité dans le hand très tôt dans la saison. Donc là, forcément, j'ai mangé du handball très très rapidement et pendant un moment, quoi. OK. Et comment alors j'ai 2 questions. La première, c'est comment ça se passe un peu, l'entretien avec le staff pour, recruter un prépa? Ouais. Et après ma 2e question, je te la poserai après parce que c'est pas vraiment le Ouais, ça marche. Alors comment ça se passe? Donc, tu fais acte de candidature. Je crois qu'ils avaient reçu une trentaine de CV. Sur les trentaines de CV, ils écrèment un peu, on va dire, ils prennent 5-6 profils qui leur semblent, les plus adaptés. Ensuite, ils reçoivent, tout le monde et après, simplement, ils te posent des questions, voilà: «Quelle est ta méthodologie de travail? Quelle est ta philosophie?» Tu vois, moi qui viens pas du hand, comment j'allais pouvoir m'adapter, en fait, à cette transition-là? Quelle était dans quelle ambition aussi je venais au club, tu vois? Est-ce que j'étais là, entre guillemets, «de passage» pour 1 an ou 2 et qu'après je voulais partir? Ou est-ce que j'étais plutôt sur un projet long terme? Puisque tu vois, on se rend compte quand même que dans le niveau, tu as quand même des clubs qui sont intéressés par avoir des prépas qui restent dans les staffs. Tu vois, les staffs bougent beaucoup sur la partie entraînement, mais ils aiment bien quand même avoir des prépas qui restent plusieurs saisons. Donc c'était aussi une de leurs prérogatives, c'est qu'ils voulaient pas un prépa qui vienne, entre guillemets, juste 1 ou 2 saisons à court terme, faire l'intermittent et après qui repartent ailleurs, quoi. Donc ça, c'était aussi une de leurs conditions. Puis après, tu échanges avec eux sur leur philosophie, sur la partie humaine, puisqu'on a souvent tendance à oublier, mais les compétences, c'est une chose, mais on bosse quand même dans l'humain et dans un cadre avec un staff et des joueurs, avec des administratifs, etc. Et si humainement ça colle pas et que les personnalités collent pas, tu peux pas t'en sortir. Tu as beau être le meilleur et le plus compétent, si humainement tu passes pas avec l'ensemble du staff et des effectifs, ça peut pas matcher, quoi. Donc déjà pour eux, la, le premier contact est important, puisque au feeling, ils savent déjà est-ce que ça va matcher ou pas. Et une fois que tu as Mmh. fait ça, après tu rentres un peu plus dans le vif du sujet sur qu'est-ce que tu vas pouvoir leur apporter. Tu vois, les questions type, c'est ça, hein, qu'est-ce que tu vas apporter de plus que l'ancien prépa, quelle est ta plus-value pour la structure, des questions un peu comme ça, quoi. Donc voilà, moi, la plus-value aussi pour la structure, j'ai créé une application là depuis 5 ans maintenant, qui gère tout ce qui est wellness, RPE, les monitoring, les bilans médicaux, etc. Et ça permet en fait de tout centraliser sur une application, hein, comme ce qui existe déjà avec par exemple MyCoach, Catapult, etc. Et donc Ouais. là, l'avantage, c'est que vu que c'est moi qui l'ai créé, en fait, je l'adapte en fait à chaque fois au sport dans lequel je suis et au niveau dans lequel je suis. Et donc ça, pour le staff, c'est quand même un gros point fort parce que c'est une application qui coûte zéro et qui est quand même très fonctionnelle et sur lesquelles maintenant on bosse avec tous les jours, quoi. Donc ça, c'était aussi ma plus-value par rapport au staff, quoi. OK, ça marche. Très, très intéressant. Qu'est-ce que du coup, tu as eu cette, transition rugby, handball. Ouais. Comment tu as géré un peu cette arrivée dans le nouveau club avec les sportifs et cetera? Parce que du coup, tu arrives avec un staff, des joueurs que tu connais pas, une C'est discipline ça. que tu connais peut-être pas aussi bien que le rugby. Qu'est-ce que tu as mis en place pour, on va dire, entre guillemets «performer» dès ton arrivée? Alors donc déjà, dans un premier temps, ça a été un peu compliqué niveau timing puisque donc on a repris le 22 juillet et je crois que j'ai appris vers le 10 juin, quelque chose comme ça, le 10-15 juin que j'ai été pris. Et du coup, vu que ça s'est fait vraiment en dernière minute, moi j'avais toutes les vacances qui étaient calées et je devais partir on est parti du coup à l'île Maurice, avec du coup ma femme maintenant et j'avais prévu de faire ma demande là-bas. Donc tu vois, je t'en parle parce que la partie pro et perso pour moi quand même, elle a du sens dans le sens où j'ai besoin d'avoir un équilibre. Et si tu veux, toutes ces vacances-là étaient prévues. Donc, on partait 3 semaines à l'île Maurice, après en Corse, etc. Donc, quand même un gros voyage cet été. Et moi, je ne pouvais pas non plus dire à ma femme, écoute, là, j'ai un nouveau poste, j'arrête tout, on a annule les vacances, etc. Donc, ça a été un peu chaud parce que j'ai dû gérer un peu ce côté-là, perso et vacances, en même temps que m'informer sur l'hand, puisque moi, je ne viens pas du tout du milieu du hand. C'est un sport quand même qui me plaisait dans le sens où il y a beaucoup de temps effectif, tu vois, il y a de l'intensité, il y a Ouais. quand même du contact, des changements de direction. Ça, on va dire, ça se rapproche même du rugby à 13, hein, dans le sens où il y a un peu les mêmes postes, tu vois, tout le monde attaque, tout le monde défend, etc.
Donc j'ai dû à la fois profiter, on va dire, de mes vacances pour préparer la saison et aussi manger du hand régulièrement pour voir des matchs. Tu vois, j'ai demandé à l'analyse vidéo et celui qui gère tout ce qui est data, de m'envoyer un maximum de data, de matchs, etc. Donc j'ai regardé pas mal de matchs. Le gros avantage, comme je t'ai dit, c'est que vu que je connaissais Max, il m'a un peu tout envoyé de ce qu'ils avaient fait les autres saisons. Donc je connaissais déjà les joueurs sur les écrits, on va dire, avec leur bilan, les monitorings, les antécédents des blessures, etc. Le staff m'a aussi pas mal aidé sur les transitions, sur ce qu'ils attendaient. Et donc ça s'est fait un peu comme ça. Après, sur la partie muscu, on va dire c'était la partie la plus simple, dans le sens où tu vois, le développement, on va dire, du bas ou du haut du corps, l'haltéro, il va être similaire en rugby. Tu vois, bien sûr, il y a des thématiques qui sont différentes, des volumes qui sont différents, mais on va dire 70% du travail, c'est un peu la même chose que ce que je pouvais faire en rugby à 13. Quoi. La grosse différence, par contre, c'était sur la partie terrain, les échauffements, etc. Quoi. Mais là encore, le rôle du prépa dans le hand, il est complètement différent de ce qu'on peut avoir dans le rugby, que ce soit à 15 ou à 13, dans le sens où c'est assez mis par secteur. C'est-à-dire que dans le hand, chacun a son taf. Moi, je suis préparateur physique, je ne suis pas considéré comme un entraîneur assistant. Alors qu'en rugby ou à 13 ou à 15, ça pouvait m'arriver de prendre des ateliers de rugby, d'avoir un peu plus mon opinion à donner sur la conception des entraînements, etc. Là, dans le hand, on a une planification, tu vois, qui est faite avec le staff. Mais après, ben, moi, mon rôle, si c'est sur l'échauffement, il me donne des objectifs sur l'échauffement, je fais mon échauffement et point barre. Je n'ai pas après à me soucier de ce qu'ils vont faire sur la partie handball. Quoi. Donc déjà, ça a été quand même plus facile à gérer, puisque ça m'a permis de prendre un peu plus de recul, de beaucoup observer aussi les séances d'entraînement. Que au rugby, ben, maintenant, le rôle du prépa, quand même si tu as des gros staffs où chacun a son aspect, tu vois, il y en a qui va faire la raclée, d'autres la muscu, d'autres le terrain, d'autres la data, etc. Mais moi, dans l'ancien club où j'étais, je faisais un peu tout, tu vois. Donc c'est la plus grosse différence avec le hand, c'est que maintenant, moi, je dois me concentrer vraiment sur la partie muscu, sur toute la planif, la gestion de la charge et des blessés, tu vois. Voilà. J'interviens moins sur la partie terrain. OK. Avant de rentrer un peu plus dans la partie spécifique, entraînement, comment tu gères tes 2 activités principales entre du coup, ta salle, dans le paddle et le handball? Alors, ben, donc tu vois, si tout à l'heure, en off, là, tu me demandais un peu comment tu voulais orienter le podcast, moi, je voyais plus sur l'aspect un peu, tu vois, comment gérer sa vie pro, sa vie perso et trouver un équilibre. Parce que bon, tu as Mmh. reçu déjà pas mal de personnes compétentes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi sur la partie un peu plus technique, sur des thématiques. Mais tu vois, là où on en reviendra après, c'est un peu ça, tu vois, la question, quand je discute avec d'autres prépas, c'est bah, comment gérer justement aussi cet équilibre-là et Ouais. comment trouver le bon compromis, tu vois, entre travail, finances, perso, etc. Tu vois. Et donc, pour répondre à ta question, bon, là, je suis quand même dans un effectif pro, on joue la Coupe d'Europe, c'est quand même un club historique. L'année dernière, ils ont fini quatrième, donc il y a quand même une certaine pression, un certain besoin, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Moi, avec eux, je suis en prestat de service. Donc, vu que j'ai gardé ma société, je passe comme ça avec eux. Donc, j'ai un contrat avec eux sur l'année, mais en prestat de service. Et par contre, une de mes conditions, quand même, lors de l'entretien, c'était de leur dire bah, écoutez, moi, je veux venir. Par contre, j'ai aussi ma salle à côté sur laquelle j'ai aussi des engagements. Donc, si vous me demandez d'être au club du matin au soir alors que j'ai rien à faire en présentiel, ben, moi, ça va pas être possible. Tu vois. Donc là, le staff, ils étaient quand même assez ouverts. Ils m'ont dit écoute, tant que tu fais ton job, que ça se passe bien, qu'on a les résultats, qu'on n'a pas se plaindre de trois, bah écoute, il y a pas de souci. Donc en fait, moi c'est simple, chaque mois on a le planning. Donc par exemple, tu vois, là pour janvier, on fait le planning à peu près mi-décembre. Donc chaque mois on le fait 15 jours avant. Une fois que j'ai mon planning du Phoenix, ben là je vais caler mes coachings et je vais caler mes journées pour la partie paddle. Et là maintenant sur la partie paddle, on va dire depuis que j'ai repris le Phoenix, j'ai calmé un peu dans le sens où j'essaie pas de développer plus ce coaching que ça parce que je suis déjà full en fait. J'ai entre 6 et 10, 12 clients par semaine, donc je peux pas en faire plus si je veux garder de la qualité et de la qualité à la fois au Mmh. paddle mais la qualité au Phoenix. Donc en fait, je fonctionne comme ça. Tu vois, j'ai mon planning avec le Phoenix. Je sais que là, par exemple, je sais pas, le mardi matin, on a entraînement et on est libre l'après-midi. Ben, l'après-midi, je me cale mes coachings de 14h jusqu'à je sais pas 19h, 20h en fonction des besoins, des demandes, etc. Quoi. Donc priorité au club. Et après en secondaire, mais qui est quand même aussi une partie importante pour moi parce que c'est aussi ce que j'aime faire et aussi un contrat, une rémunération, c'est cette partie paddle là. Et d'ailleurs, justement, pour m'alléger aussi du temps, là, je suis en train de monter une application dans le paddle où je vais vendre de la programmation et des séances dédiées au paddle. Voilà. Sur développement du OK. bas, développement du haut, des séances de terrain, du gainage spécifique paddle, etc. Donc voilà, ça c'est mon projet pour 2025, tu vois, c'est garder le Phoenix, mes coachings et développer un peu cette partie-là aussi, application. Ouais, ça demande, je pense une bonne organisation pour pouvoir du coup, caler tout ça.
C'est ça, ouais. Bah, après ça, tu sais, quand on est prépa physique un peu, sur mon profil et comme tous les prépas maintenant, tu es un petit peu un entrepreneur dans le sens où tu es obligé d'avoir quand même un plan de carrière et de pas non plus mettre, un peu tes billes dans le même panier. Parce que si tu perds un club ou si tu perds un client à un moment donné, si tu es dépendant de ça, bah, après tu un peu «dans la merde» entre guillemets, tu vois? Donc, tu vois, moi je pars du principe que c'est bien de après il faut pas non plus, abuser, tu vois? Avoir 50 projets et cetera, mais d'avoir quand même plusieurs Mmh. thématiques et développer plusieurs projets en même temps, quoi. Et sans que ce soit non plus, fait que pour le business entre guillemets, tu vois? Pour moi, il y a pas que l'argent qui compte, il y a tout le projet en soi et la qualité de vie que tu vas avoir à côté, quoi. Tu vois, là, par exemple, ces vacances, j'ai eu des demandes de coaching, pas que de joueurs de paddle, tu vois? De footeux et cetera. Beh, là, je me suis dit: «Non, j'ai 15 jours de vacances, je finis sans ce que j'ai prévu, mais après je prends du temps pour moi parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de passer du temps en famille, j'ai aussi besoin de temps pour m'entraîner aussi, de manière perso et j'ai besoin de recharger les batteries pour pouvoir, tenir après jusqu'en juin», tu vois? Donc je cours pas non plus après les coachings ou les projets, tu vois? Faut vraiment avoir cet équilibre-là entre vie pro, vie perso et cetera, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Comment fonctionne, un contrat dans une équipe pro? Est-ce que tu as un nombre d'heures à faire? Parce que quand on est prépa, en général, on a les heures sur le terrain avec, les joueurs, tu vois, en salle et cetera. Ouais. Mais on sait qu'on a aussi beaucoup d'heures en amont et en aval. Comment fonctionne un contrat? Beh, tu vois, la différence dans le sport, c'est ça, c'est que pour moi, tu es pas payé à l'heure, tu es payé en fait à la compétence, à l'expertise et ce que tu apportes au club et à la disponibilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'heure. Tu vois, nous, ça peut nous arriver, des fois, ben, on joue le samedi, le dimanche, on fait récup, donc tu pas de week-end. Par contre, tu peux être off le lundi. Donc nous, si tu veux, on n'a pas une enveloppe d'heures comme quelqu'un qui va signer un 35 heures, un 39 heures et cetera ou qui va payer des heures sup et cetera. Nous, en fait, c'est un package à l'année où on te dit: «Bah, tu es payé tant, la mission, c'est ça et point barre». Après, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas mais on n'a pas d'heures à Mmh. justifier, on a plutôt des missions à justifier. C'est pour ça que moi, il y a des semaines où, tu vois, par exemple, je fais pas les déplacements et d'ailleurs très peu de prépa, en division 1 en pro font les déplacements avec les staffs. Culturellement, c'est comme ça dans le hand et le boulot du prépa, il a pas un gros impact sur les échauffements de match, puisqu'en gros, tu vas les prendre à peine, entre 5 et 8 minutes. Donc faire déplacer un prépa, 2-3 jours pour 5-8 minutes, c'est pas intéressant pour le prépa, c'est pas intéressant pour le joueur et financièrement, c'est des coûts pour le club, tu vois? Donc le prépa ne fait pas les déplacements de match. Donc là, ça permet de gérer aussi un peu ton planning en fonction de ça. Tu vois, je sais que moi, bah, une semaine sur deux, je vais avoir un week-end off de, par exemple, 3 jours où je vais pas partir en déplacement. Bon, après, bien sûr, tu vois, j'ai les joueurs qui jouent pas à prendre, j'ai les blessés à prendre, mais ça va me prendre peut-être 2 heures dans la journée, tu vois. Ça va pas me prendre du matin au soir, comme si j'étais en déplacement. Donc ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte. Et après, tu négocies, entre guillemets, ton salaire, les avantages en nature, tu vois? Je sais pas, logement, voiture, en fonction de, beh, déjà qui t'a contacté. Est-ce que c'est toi qui a sollicité le club aussi pour être pris? Ça va dépendre du niveau du club, du financier du club. Tu vois? Nous, par exemple, on n'a pas un gros budget sur l'AD1. Je crois qu'on est 13e budget sur 16, même si on a des bons résultats. Et tu as des clubs qui sont en dessous de nous qui peuvent avoir 2 fois plus de budget, tu vois? Donc tu vas plus facilement pouvoir aller négocier, des contrats ailleurs. Sur l'aspect financier, je parle, hein. Après, Ouais, ouais. c'est assez personnel, tu vois? Moi, je cherche pas à avoir le plus possible, je cherche à avoir un équilibre, tu vois? Je préfère gagner un peu moins et que le club me mette moins de pression sur des heures, sur du présentiel et cetera, plutôt que de vouloir à tout prix avoir le plus gros contrat possible avec le club, mais après être dépendant du club, et devoir être, là-bas, tu vois, du matin au soir, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. c'est ça, après ça va dépendre, tu vois? Là, moi, je suis en prestat de service avec le club. Pour l'instant, ça me va parce que je cherchais pas à être en contrat et tu vois, ça, c'est une bonne question que tu poses parce que, tu vois, on n'y pense pas assez, mais il faut aussi être capable de préparer son futur quand tu es prépa physique, tu vois? C'est bien d'être passionné, de bosser et cetera, mais à un moment donné, il faut gagner ta vie. Si tu veux avoir, une famille derrière aussi qui est épanouie, ben, il faut quand même ramener un peu d'argent et il faut anticiper le futur. Donc, tu vois, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quand même été en CDI avec mon ancien club de rugby pendant 7 ans et dès que j'ai pu, en fait, j'ai acheté dans l'immobilier. Et donc ça, c'est aussi pour moi, c'est une sorte de garantie. Et je te parle de ça parce que maintenant, dans le monde pro, c'est de plus en plus dur à avoir et c'est quasiment impossible. Tu peux en avoir sur des centres de formation, les équipes réserves, tu as quelques clubs pro qui te les fournissent, mais maintenant, la plupart des contrats dans le milieu pro, c'est des CDD, tu vois, d'1 an, de 2 ans, 3 ans, ou alors comme je suis maintenant en prestat de service. Et quand tu as un prestat de service ou un CDD, ben, on sait très bien qu'avec le système bancaire en France, c'est quasi impossible de pouvoir emprunter, quoi. Donc tout ça, après, c'est pareil, tu vois, aussi un plan de carrière à avoir et des questions à se poser, tu vois. Est-ce qu'il faut pas des fois gagner un peu moins, être en CDI, pouvoir investir un petit peu derrière et après, 5 ans plus tard, renégocier, de passer en prestat de service pour gagner plus? C'est des questions à se poser, tu vois. C'est pour ça qu'il y a pas
bien ou pas bien sur les contrats, ça dépend vraiment de la personne, quoi. Tu vois, tu as des gars qui veulent être juste, en salarié à temps plein, ils veulent juste avoir leurs 2 000 € par mois de salarié, ils veulent pas développer d'autres activités derrière et tu en as d'autres qui ont des profils un peu plus à risque, tu vois? Qui veulent aller, avoir un peu plus de contrats, être en auto-entreprise pour pas dépendre des clubs. C'est assez personnel, en fait. Ouais, ouais, C'est ouais, assez bien sûr. personnel. OK. Donc voilà, donc tu as de tout. Tu as des CDD, tu as essentiellement des CDD dans le monde pro et de la facturation. Je sais qu'il y a d'autres prépas dans le monde qui facturent aussi d'ailleurs, même sur des gros clubs, hein, pas que sur des petits clubs et tu as de moins en moins quand même de prépas en CDI, quoi. OK. Question un peu plus axée du coup sur l'entraînement. Tout à l'heure, tu as parlé de ta philosophie d'entraînement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, sur ce sujet? Ouais, vaste question, hein. Ouais, ouais, Si c'est tu veux, vaste, ouais. ma philosophie a un petit peu augmenté dans le sens où, tu vois, quand j'ai commencé la prépa et je pense comme tout le monde, tu vois, quand tu es jeune, que tu arrives dans un club, tu veux en faire énormément, tu veux tout individualiser, tu vas aller un peu dans le tu vois, dans le micro, dans le détail et au final, tu t'aperçois que tu as pas forcément plus de résultats en allant autant dans le détail et donc moi, si tu veux, maintenant, ma philosophie, elle a évolué dans le sens où je me pose des questions, pas pour moi, mais pour le club et qu'est-ce qu'attend le staff? Tu vois, nous, la planification, elle est faite avec l'entraîneur. Ce sera toujours le hand qui passera avant la muscu. Et la muscu, elle est pour le hand et pas l'inverse, tu vois. Ça sert à rien que j'ai des mecs qui gagnent 10% sur toute leur perf, leur vitesse et ce que tu veux. Si derrière, ils sont cuits à l'entraînement, si on n'a pas des bons résultats parce que ben, à l'entraînement, tu n'as pas pu travailler parce qu'ils étaient fatigués, etc. Tu vois. Donc, tu vois, ma philosophie, maintenant, c'est d'essayer de trouver un juste milieu entre, oui, faire du développement athlétique parce que ben, il faut en faire. Hein, et quoi qu'on dise, quand même, un joueur de hand, s'il a plus de puissance sur les membres infs, qui est plus rapide, qui est plus endurant, il sera quand même meilleur, ou du moins, il sera meilleur athlétiquement. Donc, il y a de fortes chances qu'ils tiennent mieux les efforts en match, tu vois. Mais la priorité, ça reste quand même le terrain. Tu vois, si on planifie en début de semaine, je sais pas, on va faire 2 jours de haute intensité, où là, ça va galoper, il va y avoir beaucoup de remontées de balles, beaucoup de défense, etc. Ben, si je fais une grosse séance sur les cannes en début de semaine et entre ces deux entraînements-là, ben forcément, je vais accumuler la fatigue, tu vois. Et la question à se poser, c'est est-ce que cette fatigue, elle est bonne pour 2-3 semaines parce qu'on a planifié que dans 2-3 semaines, il faut que les mecs soient prêts ou est-ce que je vais pas décharger parce que le plus important, c'est les 2 séances de tu vois? Donc en fait, maintenant, ma réflexion, c'est plutôt du court terme et de me dire: «OK, qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe, à ce moment-là et qu'est-ce qui est le mieux, pour l'entraîneur à ce moment-là?» tu vois? Donc après, bien sûr, tu vois, tu as des planifications à l'année et je vais avoir des cibles de puissance, de vitesse, de force, des dominantes, mais je vais quand même adapter mes séances en fonction du besoin de l'entraîneur et du coup, maintenant, mes séances, en fait, elles sont toujours faites, la veille ou le matin de l'entraînement puisque j'estime que, tu vois, que c'est le meilleur moment pour concevoir mes séances pour être le plus précis, dans ce contexte-là, tu vois? Et c'est pour ça que c'est dur aussi à concevoir parce qu'il y a pas de bien ou pas bien, tu vois? Tout va dépendre un peu du contexte, de la semaine et du moment, quoi. Donc, ma Mmh. philosophie, elle a quand même vachement évolué dans le sens où maintenant je me prends moins la tête à vouloir rentrer dans le détail, à vouloir tout individualiser. Je pense que d'individualiser dans les sports collectifs, ça a pas un grand intérêt. Alors que tu vois, si j'étais par exemple uniquement en prépa dans ma salle et que j'ai des handballeurs qui viennent, je te dirais l'inverse, parce que là, tu prends un mec en coaching 1 heure, tu attends d'individualiser pour lui. Il faut que ça te prenne 1 heure par jour. Tu vois, là, j'ai 18 joueurs. Si je passe 6 heures par jour juste pour programmer une séance de musculation, je perds trop de temps. Et il suffit en plus que l'entraîneur me change la séance au dernier moment, il la décale ou il me dit bon, ben, finalement, entraînement, on va faire ça. Ben, tout ce que j'ai conçu avant, en fait, ça tombe à l'eau, quoi. Donc maintenant, je préfère plutôt raisonner d'un point de vue collectif et qu'est-ce qui est le mieux pour le collectif plutôt que pour l'individu. Alors après, bien sûr, tu vois, j'ai des groupes, hein, il y a des séances qu'on va faire par contre en 100% collectif et ça peut arriver notamment plutôt en fin de semaine, tu vois, à l'approche des matchs, quand les séances vont durer qu'une demi-heure, on va faire essentiellement tu vois, de l'haltéro, des efforts dynamiques, etc. Et après, en début de semaine, je vais avoir plusieurs groupes, soit par besoin, tu vois, les mecs qui doivent prendre un petit peu de puissance, d'autres un petit peu de force, d'autres plutôt garder du cardio. Ou alors je vais faire plutôt par poste en fonction, bah, pivot, ailier, demi-centre, et cetera. Donc ça dépend vraiment en fait. Je m'adapte constamment. J'ai plus maintenant de planif type. J'ai mes items, tu vois, j'ai mes dominantes, mes thématiques, mais après la construction de la programmation au sens même varie tous les jours, quoi. OK. C'est Et quoi ton avis su vas-y, 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 vas-y. finis. Ah, et tu vois, pareil, je pense que enfin, le principe de variabilité, il est quand même aussi, fondamental, tu vois? Pour pas aussi tomber dans la monotonie et que les athlètes puissent toucher quand même à plusieurs types de stimulation. Tu vois, je peux très bien faire sur, une semaine où on va faire par exemple, je vais faire un rappel de force, hein, bah, c'est pas parce que je fais un rappel de force que je vais faire que du concentrique, tu vois? Je vais pouvoir faire de l'isométrie overcoming, isométrie en sous-max, ça va dépendre, tu vois? Mais j'essaie quand même d'apporter un maximum de stimulation à mes joueurs et que ce soit aussi un peu entre guillemets, «ludique» dans le sens où on change de tempo, on change de régime de contraction, on change d'exercice et cetera, tu vois? Sans tomber non plus, dans
dans le cirque, hein, tu vois, c'est pas l'idée. Mais avec un seul exercice, en fait, tu as tellement de variétés que tu peux avoir sur un squat, que tu peux faire un bipodal, un appui décalé, départ des racks, etc. Enfin, tu as tellement de possibilités que j'essaie de leur apporter ça. Parce que tu vois, on oublie souvent que la plupart des athlètes, ils sont pas fans de muscu, tu vois, notamment comme dans les sports comme le hand. Et même dans le rugby, d'ailleurs, hein, si tu demandes à 20 rugbyman dans un club pro, est-ce qu'à la fin de ta carrière, tu vas continuer à t'entraîner, faire un muscu, 90% ils vont te dire, une fois que ma carrière est terminée, j'arrête, j'en ai plein le cul, tu vois. Donc c'est pour ça Mm. qu'il faut aussi trouver quand même des séances qui soient ludiques, dans le sens où l'athlète, il a envie de s'entraîner. Et je pense que c'est un peu ce qui est le plus dur à notre époque, tu vois, c'est d'arriver à stimuler les mecs, à trouver un peu quoi mettre pour avoir de l'énergie dans la salle et créer un peu une émulsion, tu vois, dans la salle. Avoir un peu des montées d'énergie, c'est aussi notre rôle en tant que prépa, tu vois, de pousser un peu les mecs là-dessus, créer un peu cette cohésion d'équipe, se dépasser, tu vois, entre les postes, qui va mettre la barre la plus grosse, etc. Tu vois, c'est un peu comme ça que je vois l'entraînement maintenant. Et Ok. plus dans le sens d'individualiser, de créer des petits protocoles par-ci, des petits protocoles par-là, tu vois. Il y avait des époques, je trouve, où tu avais des prépas, ils passaient plus de temps à concevoir des échauffements, à faire des petits protocoles qu'à s'entraîner. Donc pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est la meilleure prévention des blessures, c'est d'être capable de s'entraîner plus et de s'entraîner mieux. Et c'est pas parce que tu vas faire un peu d'automassage ou un petit peu de pré-ab élastique que tu vas pas te péter, quoi. Je suis d'accord avec ça. Tu parles de variabilité. Du coup, ça me mène sur un sujet qui, moi, m'intéresse, où je me questionne beaucoup là-dessus. Euh, pour des joueurs qui cherchent à se développer, alors tu me diras si toi, tu es encore dans le développement ou si tu es plus sur du maintien des qualités physiques. Ouais. Mais si tu varies, du coup, pour éviter la monotonie, comment tu fais pour surcharger progressivement je veux dire un truc classique, hein, sur du squat, tu veux surcharger progressivement pour avoir les adaptations et avoir des gains. Comment tu fais du coup si tu t'inclus de la variété régulièrement? OK. Alors, tu vois, moi, je vais avoir, au sein d'un même groupe, par exemple, je sais pas, je te prends des demi-centres. Je peux avoir un demi-centre qui va avoir 20 ans et l'autre qui va être plutôt en fin de carrière, qui va être à un peu plus de 30 ans. Donc ils ont pas forcément les mêmes besoins dans le sens où le jeune, il a besoin de faire peut-être un peu plus de développement et quel que soit son niveau. Et celui qui a 30 ans, il a plus Mhm. besoin peut-être de faire du maintien. Et ça, en fait, tu le vois aussi dans la récupération des joueurs. Bah, tu as des mecs qui mettent maintenant 1 ou 2 jours de plus à récupérer, quand tu as le jeune qui va être un peu plus frais. Donc sur lui, tu peux en faire un peu plus. Mais par exemple, tu vas adapter une séance de force à ces mecs-là. Bah, le gars qui est un peu plus frais, typiquement, je te prends les deux extrêmes opposés, bah, lui, il va peut-être être capable de faire du back squat complet avec un 3x3 lourd à plus de 90%, etc. Quand celui que tu vas mettre adapté, bah, il va plutôt faire des box squats même assez haut, ou alors départ d'épine pour faire du concentrique pur. Et c'est comme ça que tu peux adapter tes séances. Tu vois. Après, ce qui est dur à gérer, c'est un peu ce que tu disais, c'est est-ce que tu fais du maintien ou du développement. Et je pense pour être capable aussi de faire du maintien, il faut être capable de faire un peu du développement constamment. Et c'est là qu'il faut être Mhm. bon dans le choix des intensités, des volumes que tu vas mettre. Tu vois, moi, je sais que je vais travailler les cuisses chaque semaine, mais il y a des semaines où je vais les faire 2 fois par semaine. Mais quand je dis 2 fois par semaine, ça ne veut pas dire que je vais faire 2 fois 1 heure dans la semaine. Je vais peut-être faire que 3 exercices dans la semaine, mais 2 par exemple le lundi en début de semaine pour que ce soit le plus tard possible dans la semaine, où là on va faire plutôt du lourd, un peu plus de complet, où je sais que je vais accumuler un peu plus de fatigue. Et par contre en fin de semaine, le but c'est pas du tout d'accumuler la fatigue, c'est d'avoir entre guillemets une sorte de potentiation, d'avoir un peu de fraîcheur et de le stimuler nerveusement. Et là, bah, tu vas faire beaucoup plus de mouvements un peu plus spécifiques, avec des plus petites amplitudes. Tu vas pouvoir intégrer la pliométrie, du travail avec élastique, etc. Et le but, c'est plutôt des recherches de vitesse de barre ou de vitesse gestuelle. Tu vois. Ok. Donc, je ne sais pas si je réponds Et à ta question, mais ouais, si, partiellement, on va dire. Mais du coup, tu peux faire, tu parlais de sous-groupes tout à l'heure, du coup, tu fais des sous-groupes aussi par tranche d'âge par rapport à des personnes qui ont plus besoin de développement, d'autres enfin, je mets maintien entre ouais. guillemets, parce que. Ouais, et ça, c'est plutôt en début de semaine, parce que comme je te disais, plus tôt dans la semaine et plus le match est loin, plus je vais individualiser. Et il y en a qui vont pouvoir faire un peu plus de travail. Je sais pas, je te donne un exemple. J'ai prévu une séance plutôt sur tout le corps et même avec un petit extra cardio. Ben, t'en as un qui va faire vraiment des squats complets, l'autre qui va faire le développé couché, il va finir par la haute intensité sur hammer. Et si dans mon deuxième groupe, le gars qui est un peu plus en maintien, ben, il va faire des mouvements partiels, le cardio, il va plutôt faire de la zone 2 et c'est plus de la récup d'ailleurs que du développement qu'il va faire et t'adaptes un petit peu comme ça. Et après, de manière tout simple, tu vois, mon suivi des perfs, j'ai un fichier Excel où les joueurs ils viennent saisir leurs perfs à chaque séance sur les mouvements principaux, hein, pas sur tous les exercices. Et ça me permet en fait d'avoir les prédictions après sur les prochains entraînements. Tu vois, si je sais que je peux en faire un 3x3 en épaule et des hanches,
je leur dis par rapport aux perfs que vous avez fait sur les semaines d'avant où on était sur la pré-saison, ce serait bien d'arriver à ça. Et donc, en fait, ils ont une fiche à chaque séance où je leur mets les prédictions et à côté, ils viennent saisir ce qu'ils ont réussi à mettre. Donc, moi, mon suivi des perfs, je fais comme ça. Tu vois, j'ai pas d'accéléromètre, j'ai pas de plateforme de force, tapis de Bosco, tout ce que tu veux, j'ai pas tout ça, j'ai pas accès à tout ça. Donc, je fais un peu, on va dire, à l'ancienne avec des tableurs de prédiction, quoi. OK, et je reviens rapidement sur, tu me disais par exemple, tu as un joueur de 20 ans qui a plus besoin de développement. Ouais. Du coup, tu inclus aussi pas mal de variété dans les exercices, dans les modes de contraction et cetera? Ou là-dessus, tu es sur quelque chose d'un peu plus monotone, mais du coup pour appliquer une surcharge progressive? Non, non, je garde un peu ce principe de variété en incluant différents types de contractions. C'est simplement que le volume, il va être un peu plus élevé. Et pas qu'en muscu aussi, tu vois? Sur la partie terrain, ça peut arriver des fois qu'à la fin du match, s'il y a un joueur qu'on estime qu'il a pas assez joué et que derrière on a le temps de récupérer, ça peut arriver qu'on fasse des extra finesse par exemple, après le match ou le lendemain du match, ça dépend si on est à la maison ou à l'extérieur. Mais l'idée c'est d'essayer qu'il soit le plus stimulé possible et le plus prêt possible pour répondre à l'intensité de match, tu vois? Si on a des joueurs qui jouent à chaque fois que 5-10 minutes, si, le numéro 1 il se pète et qu'après pendant 2 mois l'autre, il doit être capable d'encaisser 45 minutes, c'est bien qu'il soit capable de le faire aussi sur le terrain, quoi. Parce que la muscu, comme je t'ai dit, c'est un facteur, mais c'est pas parce qu'il est bon en muscu qu'il va être forcément bon au handball, quoi. Donc c'est OK. un peu ces questions-là que tu poses, tu vois? Ça aussi, c'est un axe de réflexion dans le sens où il y a certains joueurs où il faut faire gaffe de ne pas faire trop de développement parce qu'on sait que le développement, forcément, tu vas accumuler la fatigue et cette fatigue, elle est bonne pour qu'il progresse. Mais dans un effectif, tu vois, si je te dis, il y a le numéro 1 qui se pète et que lui, il doit rentrer et que ça fait 3 semaines que tu tabasses les cuisses et qu'il a pas trop fait de sprint d'accélération, s'il rentre sur le match et que là, à ce moment-là, en fait, c'est sa plus grosse intensité des 3 dernières semaines sur la partie match, là, je parle, là, par contre, le risque de blessure, il est élevé. Donc, tu vois, tu es toujours en train de jongler entre 2 zones, entre oui, il faut qu'il fasse du développement, mais il faut pas non plus que je tire trop dessus parce que si le staff il a besoin de lui à ce moment-là, il faut qu'il puisse répondre, quoi. Et si moi je lui donne cramé au match, l'entraîneur il va me regarder, il va dire écoute, t'es gentil, on a le numéro 1 il se pète, le numéro 2 il rentre, il est cuit. Si tu perds le match à cause de ça, ça la fout mal, quoi. Donc c'est pour Ouais, ça ouais. que tu vois, ça revient un peu à ce que je faisais dès le début, c'est que tu es un peu sans arrêt en train de t'adapter et les échanges avec le staff, ils sont hyper importants. Si tu sais qu'il y a un match où il va faire un peu plus de rotation, je vais adapter ma semaine. Si tu sais qu'il y a un match où là, il compte faire jouer avec les titulaires et le numéro 2 il va même pas les faire entrer, ce qui arrive sur un match important, bon, mais je peux adapter ma semaine et tirer un peu plus peut-être, sur les mecs qui joueront moins, quoi. OK, Après c'est OK. pareil, c'est une prise de risque, sachant que tu sais pas ce qui va se passer derrière, quoi. Ouais, mais je pense du coup c'est important de remettre dans le contexte, dans le sens où tu bosses avec une équipe pro et je fais un peu la comparaison parce que moi C'est ça. je bosse avec un centre de formation où du coup les joueurs ils sont plus jeunes et on est plus dans cette recherche de développement plutôt que de Ah maintien complètement, ouais, et de complètement. recherche d'état de fraîcheur à chaque week-end. Mais ouais, du coup c'est intéressant. Tu vois, c'est exactement ça. Quand j'étais au rugby, là, j'avais essentiellement le centre de formation. Là, la question ne se posait pas de dire: «Oui, là, on a eu match, on va faire ça à l'entraînement». Le but, c'est de faire du développement, c'est de préparer des joueurs pour le niveau pro, donc il faut qu'ils s'entraînent plus et plus dur que les pros et la priorité reste le développement. Tu vois, si je devais te donner un pourcentage, on était sur, 80 de développement et 20 de maintien ou entre guillemets 20 d'objectifs, rugby. Là, au hand, Mmh. c'est plutôt enfin, sur un groupe pro, c'est plutôt l'inverse, quoi. Donc forcément, c'est pour ça que encore une fois, tu vois, tout dépend du contexte, tout dépend de ce que veut ton staff, tout dépend du niveau dans lequel tu es, dans les sports auxquels tu es. Tu as une programmation qui va pouvoir correspondre totalement à un groupe et qui sera complètement négative pour un autre groupe, tu vois. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans notre job, je trouve, c'est que tu as pas de standard un peu, tu vois, tu as pas de routine type. Et tu vois, si demain tu me demandes, tiens, dans 10 clubs avec 10 centres de formation, vous faites une planification pour ça avec juste un exemple de séance, tu vas avoir 10 programmes différents. C'est pas pour ça que tu en auras un qui sera bon et 9 qui seront faux, tu vois. Tu as Ouais, bien plusieurs, sûr. plusieurs méthodologies pour passer. Après, c'est à qui aura le plus de résultats en un minimum de temps, en un minimum de risques. Ouais, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de l'application que tu as créée Ouais. pour gérer, tout ce qui est état de forme et cetera. Comment tu fonctionnes avec? Est-ce que c'est une utilisation quotidienne après chaque entraînement? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors c'est une utilisation quotidienne, donc je pourrais demander aux gens de saisir sur leur téléphone. J'ai fait le choix cette année de tester autre chose puisque c'est ce que je faisais au rugby et en fait maintenant, ils arrivent donc ça, tout ce qui est wellness, je vais le faire 2 fois dans la semaine, je le fais pas plus de fois. Je le fais souvent le premier jour d'entraînement et le dernier jour d'entraînement avant le match.
et avant les séances de muscu. Donc en fait, ils arrivent, je pose la tablette, ils ont leur questionnaire sur Wellness avec est-ce qu'ils ont des douleurs aux courbatures, tu vois, ils ont un combien, ils viennent cliquer sur des zones, ils mettent une intensité de la douleur, ils peuvent mettre un commentaire. Par exemple, tu vois, je sais pas, épaule droite, intensité 3 sur 5, hier après l'entraînement à chaud ça allait, mais ce matin au froid j'ai un peu de douleur. Ça me permet d'avoir des notes et de pouvoir après le voir avec le staff médical. Ils remplissent après fraîcheur et forme globale. Et donc voilà, ils ont essentiellement ces notes-là et aussi la qualité du sommeil, pardon, qualité du sommeil et heure de sommeil. En fonction de ça, en fait, j'ai des coefficients qui me mettent des alertes. Dès qu'il y a des douleurs, courbatures, ça se met en orange ou en rouge en fonction de l'intensité. Donc ça, ils le remplissent à chaque fois avant les séances de muscu. Et en fait, pendant qu'ils s'échauffent, moi, ça me permet aussi d'adapter les séances s'il y a besoin, tu vois. Donc en plus d'avoir échangé avec les gars, tu vois, quand ils arrivent, salut, ça va, t'as bien dormi, etc. Tu vois, de suite, si le mec il est en forme aussi, la tête dans le cul. Une fois qu'il a rempli son wellness, tu as aussi les autres informations. Et après, en monitoring, on fait à chaque fois, on n'en fait pas beaucoup. On fait le grip, on fait le poids et de temps en temps, on fait le sit and reach. Et donc, tu vois, déjà avec ces trois informations-là, j'ai une information qui est, on va dire, verbale et de connexion, on va dire, humaine avec le joueur. Et j'ai des datas qui sont un peu plus et subjectives avec le wellness et objectives avec le poids et le grip. Et une fois qu'on a fait ça, ben, je sais est-ce que je vais pouvoir regarder la séance que j'ai prévue ou adapter pour les mecs. Et bon, ça m'est jamais arrivé, mais imaginons, je vois sur 18 joueurs, j'en ai 10 qui arrivent, ils sont tous fatigués, pas bien dormis, les grippes sont à la baisse, etc. Ça veut dire que là, peut-être que la veille, on avait fait une séance qui était énorme et qui ne sont pas prêts à répondre à l'intensité que je leur demandais aujourd'hui. Tu vois. Donc là, ben, c'est à moi d'adapter la séance entière. Donc voilà, ça rejoint encore à ce que je disais, on est constamment en train de s'adapter au jour le jour et aussi au moment précis, tu vois. Donc Mmh. c'est ça qui est aussi intéressant. Et tu vois, sur les monitoring, donc ils ont une feuille qui vient de saisir. Moi, je fais à chaque fois bon, ça reste des moyennes, hein, mais c'est des moyennes par mois. Et ils ont des standards à atteindre. Par exemple, sur le grip, s'il y a un joueur qui fait régulièrement entre 75 et 80 en kilos, en force, ben, je lui demande qu'il soit à chaque fois sur ces eaux-là. Je remets à chaque fois leur record du mois à côté, comme ça ils ont aussi un indicateur. Et si au bout de deux ou trois saisies, je m'aperçois que le mec il est quand même à 10-15% de baisse, que son wellness c'est pas bon, ben, c'est là que tu peux prendre des décisions. Puisque quand même le but des applications et de la data, c'est de pouvoir analyser ça rapidement et prendre des décisions. Tu vois, c'est pas d'avoir des jolies courbes, des jolis graphiques. Bon, il y en a, ça les fait, il y en a, ils aiment bien, mais bon, moi Mmh. c'est pas mon plaisir de passer 3 heures sur l'ordi. Tu vois, moi le but c'est d'avoir un maximum d'informations dans un minimum de temps et de pouvoir prendre une décision rapidement, quoi. Donc on OK. a ça, après ils ont le RPE, un classique. Alors, le RPE, on pourra dire ce qu'on veut, mais ça donne quand même des bons Indication. indicateurs et ça va même plus loin que ça parce que bon, même si les joueurs, ils ont compris que c'était pour l'intensité, la perception intensité de l'effort, tu as des joueurs qui te font passer des messages avec les RPE, tu vois? Moi, je sais que j'ai des ailiers à l'entraînement, s'ils ont pas touché beaucoup de ballons parce qu'on a fait beaucoup de travail sur le bloc, tu vois, pivot, demi-centre et cetera, même si à ça a été quand même costaud, qu'on a fait 1h45, ça a couru, les mecs, ils vont me mettre 2. Parce qu'après, ils savent que je vais en parler avec le staff et que je vais leur dire: «Ouais, écoute, là, les pivots, tous les autres, et cetera, ils sont entre 5 et 8 de RPE. Les ailiers, ils sont à 2, donc ça veut dire que, ils sont pas contents parce qu'ils ont pas touché assez de ballon, ils sont restés dans leur coin et c'est là qu'on peut adapter derrière et leur mettre des ateliers en plus» et c'est ce qui est déjà arrivé d'ailleurs cette saison, où je disais au staff: «Écoute, là, ça fait 2 semaines où quand même tout ton bloc milieu, ils sont entre 5 et 8 de RPE, quand les autres, ils sont à 2». Donc déjà, se dire qu'il y a un décalage de charge d'entraînement quand même entre les mecs et de fatigue et ça veut aussi dire qu'eux font pas assez de situations de shoot, tu vois? Et ça correspondait à un moment où on était un peu plus en échec sur l'aspect offensif, tu vois. Donc là, de suite derrière, tu peux t'adapter ça. En fin de séance, ils vont avoir 10-15 minutes adaptées pour les ailiers avec shoot et avec le gardien derrière, et ça permet de travailler un peu plus, tu vois. Donc c'est des éléments, tu vois, qui sont simples, hein, qui paraissent logiques, mais c'est aussi notre rôle de faire ça, tu vois. Le RPE, moi, je le considère pas comme juste sur une note, comment il a perçu l'intensité. Le joueur, il te fait passer tout un tas de messages avec ça, tu vois. Ouais. Faut savoir après les interpréter, Voilà, faut savoir les correctement. interpréter, faut pas non plus le prendre au pied de la lettre, tu vois? Pareil, une époque, on utilisait la monotonie. Oui, si tu dépassais 1,5, tu étais en risque de blessure. Ça s'adapte à tous les sports, tu vois? Moi, j'ai entraîné dans le tennis, les mecs, ils faisaient 25 heures de tennis par semaine. Si tu voyais les tronches des graphiques des charges d'entraînement des monotonies, tu te dis: «Mais tu fais ça dans le hand, les mecs, ils se pètent». Oui, mais dans le hand, c'est pas le même sport que le tennis, tu vois? Donc chaque Mmh. chaque, sport a sa spécificité, tu vois? Ouais. Tout ce qui est charge d'entraînement, est-ce que tu utilises aussi ou pas trop? Ouais, ouais, alors sur l'entraînement, donc pour moi, sur l'entraînement, enfin, c'est volume fois intensité RPE et j'ai mon suivi en fait enfin, jour par jour, hein, et semaine par semaine et je peux voir après les différents items en fonction des thématiques, tu vois? Par exemple, j'ai mon graphique entier avec tous les joueurs, donc avec les bâtons
qui vont Mmh. me donner par exemple 5000 points, je te dis au hasard, et sur ces 5000 points, je sais à quoi a correspondu chaque tranche. Est-ce que c'était la prépa en terrain? Est-ce que c'était la prépa muscu? Est-ce que c'était la récup? Est-ce que c'était les réveils musculaires? Est-ce que c'était le match? Est-ce que c'était tout ça? Et comme ça, en fait, ça me permet après de pouvoir faire des comparatifs entre joueurs, entre postes, et de montrer après au staff, tu vois. Voilà, donc Et tout est fait là-dessus. quelles indications plutôt, te donnent ces graphiques de charge d'entraînement? Parce qu'avec par rapport à l'état de forme, du coup, tu sais s'il faut, je sais pas, baisser le volume, l'intensité et cetera. Du coup, toi, Ouais. à quoi ça te sert ça? Mais en fait, tu vois, enfin, chaque début, chaque fin de semaine, enfin même tous les jours, hein, mais on en parle avec le staff et on donne les objectifs un peu de début de semaine. Et tu vois, moi, je vais leur donner simplement des conseils. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on va être sur une journée à haute intensité, à basse intensité? Est-ce qu'on va faire un peu plus de volume? Est-ce qu'on va faire plus de jeux de transition ou on va plutôt rester en moitié terrain pour travailler sur les schémas de jeu? Et en fait, en fonction de ça, donc on le détermine en début de semaine. Et après, ben, moi, je vois en fait en fonction du terrain, puisque je suis présent à tous les séances de terrain, donc je regarde tout ce qui se passe. Et en fonction du RPE, en fonction de comment ça a galopé, etc., ben, on arrive après à adapter derrière et à dire, bon, ben là, on a répondu au- aux paramètres qu'on avait choisis ou on n'a pas répondu. Tu vois, on n'a pas les GPS, on n'utilise que les cardiofréquences. C'est quand même une bonne aide parce que ça te permet de voir les mecs où ils en sont. Et si tu sais que par exemple sur une séance d'1h45, ils étaient tous en moyenne à 80-90% de FC max, c'est ce qui arrive hein, souvent d'ailleurs, bah, tu sais que peut-être le lendemain, la séance, ça va tirer un peu, quoi. Donc ça te permet d'être constamment dans l'adaptation et de gérer un peu les charges comme ça, quoi. OK, ça marche. Et des fois, tu t'aperçois qu'il bah, y a quand même des liens entre les RPE. Si, l'élite a mis 2 ou 3 et que, bah, tu t'aperçois que les idées, c'est eux qui ont eu le moins d'activité cardiaque, ça confirme aussi ce qu'ils ont dit et ça confirme le fait qu'ils ont pas galopé. Alors en soi, il y a pas de bien ou pas bien. Ça dépend de ce que tu veux, tu vois? Mais par exemple, si pendant 3 semaines, le mec, il te met ça, là, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, en fait, ton joueur, il est sous-entraîné, tu vois? Et à l'inverse, les mecs qui mettaient que des RPE entre 6 et 8 et qui montent en fréquence cardiaque, eux, ils sont peut-être en surentraînement. Et c'est ça qui est un peu le plus dur à gérer en hand, je trouve, c'est que tu as quand même des postes par qui tout passe. Tu sais, les ailiers, forcément, leur rôle, c'est de finir. C'est pas eux qui vont avoir le plus grand rôle sur le management du jeu. Par contre, les demi-centres, les arrières, les pivots, là, tu sais que c'est eux qui ont le plus d'activité. Donc, même sur les jambes, hein, quand tu fais des grosses séances de défense, etc., tu sais que tu mets une contrainte sur les jambes qui est énorme. Et quand tu sais que un match de hand, c'est 60 minutes et que toi, tu t'entraînes 1h30, voire 2 heures, tu sais que la fatigue, elle monte quand même pas mal, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Question un peu sur, l'organisation de ta semaine. Comment s'organise une semaine, type? Alors juste du coup la partie handball et si tu Ouais. pouvais nous préciser un petit peu tes différentes missions. Est-ce que tu es uniquement en salle? Est-ce que tu interviens sur le terrain, des séances en intégré et cetera? OK. Alors oui, donc alors moi, mes principales missions, donc c'est voilà, la planification avec le staff, les thématiques, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, les futures semaines, et cetera. Est-ce que là, sur les 3 prochaines semaines, on sait qu'on va accumuler beaucoup de fatigue et que du coup, sur la semaine 4 on va peiner un peu? Ce qui est arrivé avec la Coupe d'Europe cette année, tu vois? On arrive à anticiper ça, hein, c'est pas très compliqué, mais on arrive quand même à l'anticiper. Donc moi, mon boulot, il est sur la planif, il est sur la partie muscu et il est sur la partie terrain. Échauffement à chaque fois des mecs. Et sur la partie forcément réathlée, réhab, bon, on a du cul pour l'instant, on n'a pas vraiment de blessés. On a signé un gardien, tu vois, qui avait les croisés, mais qui arrivait déjà blessé, donc ça, c'est différent. Mais après, depuis le début de saison, on n'a pas eu vraiment de longue indisponibilité, quoi. C'était des petites conneries. Le mec, il se fait une entorse de cheville en retombant sur le pied d'un gars, bon, des petites conneries comme ça. Donc mon boulot, il est aussi sur la raclée. Et donc, tu vois, j'ai quand même pas mal de choses à faire dessus. Ensuite, on a des séances de récupération très souvent les lendemains de match. Par exemple, tu vois, on joue le vendredi soir à la maison. Le samedi matin, on a à 11h, par exemple, on va faire récupération. Et là, c'est récupération au sens large, où tu vois le processus type. Donc, il y a aussi le kiné et le médecin qui sont là. On check s'il y a des bilans médicaux à faire, tu vois, s'il y a une petite entorse la veille ou quoi, on voit ce qu'on peut faire. Moi, tu vois, je vais les prendre en automassage, étirement, mobilité, tu vois, remettre un peu de mouvement là sur 10-15 minutes. Je les prends sur le terrain avec les tapis, etc. Et après, en fait, ils partent en groupe en fonction des besoins. Tu vois, il va y avoir un groupe en vélo, il va y avoir un groupe en mouvement en muscu en salle. Et après, je vais prendre aussi un groupe en terrain. Tu vois, les mecs qui ont moins joué, je préfère des fois les prendre le lendemain et faire une vraie séance de 25-30 minutes un peu par poste avec des répétitions d'efforts que les prendre direct après le match où tu sais que les mecs, ça leur casse les bonbons. Et ce qui se comprend, ils n'ont pas envie de faire du physique après le match, sachant qu'ils ont déjà pas joué, donc ils ont un peu les boules. Donc ça, je les prends à ce moment-là, tu vois. Donc c'est-à-dire que j'ai une partie collective et après j'ai une partie par groupe en fonction des besoins. Et ça, on les fait le lendemain de match. C'est pour ça que le hand, c'est quand même un sport qui est prenant, tu vois, carrément dans le rugby. En général, quand tu as joué le lendemain, t'es off, tu vois. Tu prends que les mecs qui n'ont pas joué le lendemain. Mais en général, ceux qui ont joué, tu les laisses tranquilles, quoi. Là, en hand, nous, on a des semaines, des fois, 7 sur 7 et en moyenne, c'est du 6 sur 7, quoi.
OK, Et ça après, marche voilà. Donc, tu vois, pour te répondre après sur comment s'organise la semaine, bah, admettons, là, on a joué on a joué le samedi, on rejoue le samedi. Donc le samedi, on fait nos matchs. Le dimanche, on peut faire récupération. On peut aussi aller dans une piscine qui s'appelle KICO. Là, je sais pas si tu connais, c'est un centre où tu as bain froid, bain chaud, sauna, hammam, piscine, et cetera, tu sais? Donc ils peuvent Ouais, aussi aller là après. Le lundi, on va pouvoir être off. Et le mardi, on va faire du bi-quotidien. Mardi, jeudi, généralement, on fait du bi-quotidien. On fait prépa le matin, où là, il y a que moi qui les prends, et on fait le soir avec de la vidéo. Le mercredi, on fait que du hand, mais là, c'est la séance un peu plus costaud de la semaine. On va pouvoir monter à 1h40, 40-45, parfois un peu plus, mais la moyenne, c'est ça. Et le mercredi, après, on est off. Donc mardi, jeudi, les mêmes journées, hein, matin et soir. Quand je dis matin et soir, c'est 10h midi, et en gros 16h, 19h, en gros, à peu près. Et le vendredi, on refait comme le mercredi. On fait vidéo, hand et muscu. Et après, c'est pareil, des fois on inverse. On fait vidéo, muscu, hand, ou alors on fait vidéo, hand et muscu. Et on s'est aperçu, tu vois, qu'en fin de semaine, les mecs préféraient enchaîner directement avec le hand parce qu'en fait, ils sortent de la vidéo, ils sont frais sur les schémas, la tactique, etc. Le staff, ils mettent aussi beaucoup d'énergie en vidéo, hein. C'est pas que de la vidéo où ils sont assis, ils regardent, ils s'endorment. Il fait passer des messages, il fait monter l'énergie, il donne un peu les, les, les premiers thématiques pour le match qui va arriver. Tu vois, est-ce que c'est un match dur avec du combat, avec du contact, etc. Et donc, en fait, les mecs, quand ils sont dans la vidéo, ils sont quand même assez chauds et ils ont envie d'aller sur le terrain. Et donc, en fait, on préfère garder cette énergie-là pour le hand, sachant que c'est en fin de semaine, et après enchaîner avec la muscu derrière, qui est secondaire. Tu vois. Donc, ça va dépendre des semaines. Et par contre, en début de semaine, on fait plutôt priorité à la muscu, et après, on fait le hand derrière. OK. Voilà. Et Comment après, est-ce que tu intègres et comment tu le fais si tu le fais, mais je pense que tu vas le faire, mais les exercices entre guillemets «de prévention», même si j'aime pas trop ce terme, mais typiquement, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'entorses au hand. Tu vas ouais. peut-être faire un travail un peu plus focus sur, le pied, la cheville et cetera. Comment tu intègres, je vais utiliser le terme énergivore, mais des exercices moins énergivores préventifs par rapport à des exercices, plus énergivores, pardon, pour, maintenir ou développer des qualités? Comment tu l'intègres dans ton système? OK. Alors, je vais peut-être te décevoir un peu, mais j'en fais pas vraiment, dans le sens où OK, déjà, c'est pas un truc que culturellement j'ai été habitué à faire moi en rugby. Donc là, dans le hand, j'ai un peu découvert ça, tous ces petits protocoles, et ça rejoint un peu ce que je te disais avant, c'est que je suis pas fan moi de tous ces protocoles-là, dans le sens où tu confortes un peu l'athlète, dans le sens où s'il fait pas ça, il va se péter. Et pour moi, ça a pas de sens, tu vois? C'est pas parce que le mec, par exemple, sur les mollets, il va faire des extensions de mollets, il va faire un peu de travail classique, qu'il va se blesser ou qu'il va pas se blesser. Pour moi, ça reste des bons exos, tu vois, d'activation, d'échauffement, mais c'est pas la base. Quand tu vois l'intensité qu'ils mettent sur un match de hand, le mec il arrive, il doit sauter sur sa jambe, donc je sais pas combien il encaisse de son poids de corps, il doit sauter, shooter, réatterrir. Tu te doutes bien que l'intensité que tu demandes en match, elle est complètement démesurée par rapport à ce que tu vas demander sur un élastique, tu vois. Donc je dis pas qu'il faut pas en faire, je dis juste que pour moi ça doit représenter 5% de son entraînement, tu vois. Donc ce que je fais, c'est qu'ils ont des blocs d'activation en fait en début de séance, en fonction de ce qu'on va travailler. Tu vois, si on fait le bas, ben, je vais faire une grosse activation sur le bas, mais je vais pas donner de protocole à proprement parler au mec où il va avoir 6 exos à faire sur la cheville, tu vois. Moi, je crois pas en ça, tu vois. Je crois plutôt au renforcement global, du travail de développement des appuis et de la vitesse en terrain, plutôt que du travail sur les petits protocoles. Tu vois, moi, souvent, dès que je fais du squat ou quoi, on finit essentiellement en pointe de pied. Il y a aussi beaucoup de pliométrie. Pour moi, la meilleure prévention des blessures, c'est ça, c'est la capacité qu'a ton athlète à s'entraîner et à encaisser du volume d'entraînement, tu vois. Je ne crois pas du tout au fait que les petits protocoles vont te permettre de moins te blesser. Et d'ailleurs, bon, je touche du bois, mais ça me donne raison pour cette première partie de saison. Les seules entorses qu'on a eues, c'est vraiment sur les trucs à la con où le mec il a shooté sur le pied d'un autre, la cheville tourne, bon, bah, il revient, tu vois. Et c'est des petits indispos qui vont durer 2 semaines, quoi. Tu vois, on n'a pas eu de ligaments arrachés, on n'a pas eu tout ça, quoi. Donc, c'est pas un truc auquel je crois. Et c'est pas un truc auquel je crois parce que j'ai aussi testé sur moi, tu vois, à l'époque où je m'entraînais beaucoup en haltéro, etc. Et même pareil, tu vois, avant, il y avait des modes aussi, des rouleaux d'automassage, de la mobilité à outrance. C'est, ça reste des modes et pour moi, c'est pas l'essentiel du travail, quoi. C'est vraiment pas l'essentiel du travail. Je sais pas ce que tu en penses, tiens, ça m'intéresse, toi, d'avoir ton avis là-dessus. Bah, alors je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi la meilleure prévention, c'est le travail, global, le travail de force et cetera, les gros exos principaux qui vont te renforcer, développer les qualités physiques. Les exercices, les petits protocoles tu les appelles sur tout ce qui est élastique et cetera, pour moi c'est bien en échauffement, en activation. Mais pour, ce qui est, préventif,
moi, je vois plus des exercices, pas par exemple juste des extensions mollets au poids du corps, ce genre de choses, mais des exercices où on va chercher plus d'amplitude avec plus de charge. Je vais donner un exemple Ok, tout bête sur les chevilles, marcher en inversion ou ce genre de choses. Alors ouais, peut-être dans un premier temps au poids du corps, mais après le rajouter des haltères, le faire sur des haltères. T'en as même qui, tu sais, qui font qui se laissent tomber de boxe en inversion, etc. Moi, je crois plus en ce type de travail où tu vas aller chercher les amplitudes sur lesquelles tu peux te péter et venir te renforcer là-dedans avec ouais, ça je charge, suis avec d'accord. des. Ouais, Moi, c'est plus ça que je vois. Après, oui, faire des rotations externes à l'élastique, bon, voilà, c'est bien pour l'échauffement, mais tu fais ça quand t'es en U13. Après, je pense qu'il faut passer c'est ça. à autre chose. Et c'est pour Donc, ça que, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça, on peut pas appeler ça protocole, dans le sens où pour moi, c'est un exercice déjà de travail, tu vois, de développement. Et ce que tu ouais. dis, c'est vrai, tu vois, nous, il y a des exos qu'on fait, tu vois, des fois avec plateforme surélevée, où tu auras la cheville qui va être un peu en pente. Ce que tu Mm. disais aussi, tu vois, monter des fois, juste marcher en talon, marcher aussi avec les pieds comme ça c'est des choses qu'on fait. Mais pour moi, c'est du travail, tu vois, j'appelle même pas ça protocole. Les seuls protocoles qu'on fait en début de saison, c'est vraiment sur l'épaule, où là, à chaque entraînement, les 2-3 points la semaine, je les prends pendant 6 minutes à peu près. Et là, on va avoir beaucoup de travail de renforcement d'épaule. Et donc, forcément, c'est progressif. On commence avec du concentrique très simple. Tu vois, je sais pas, je te dis une connerie, l'évolution rotateur est ici. Après, la prochaine phase, c'est d'avancer, de faire, tu vois, de main, de lâcher, de mettre une contrainte excentrique. Donc, tu augmentes au fur et à mesure. Mais c'est les seuls protocoles un peu avec l'épaule qu'on fait, quoi. Après, je pars du principe qu'un mec qui n'a pas eu beaucoup de blessures, qui s'entraîne bien, qui n'a pas de faiblesse en mobilité de cheville, en force de cheville, il n'y a pas de raison de se péter, tu vois. C'est pas pour ça qu'il va pas se péter, mais il a pas de raison de se péter. Et si tu passes trop de temps à te dire putain, qu'est-ce que je vais faire pour pas qu'il se pète, ben dans ce cas, tu fais un protocole pour le coude, pour l'épaule, pour les pecs. Enfin, je veux dire, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et Mm. tu les as pas assez souvent dans la semaine, en tout cas, pour faire tout ce travail-là. Et tu vois, pour moi aussi, une des meilleures préventions de blessure, ça reste l'hygiène de vie du mec, tu vois. On n'y pense pas assez, tu vois, on pense qu'au protocole. Mais si déjà le mec, il mange bien, il dort bien, il s'hydrate bien, il prend pas trop de conneries à côté, bah, il a fait déjà 95% du boulot, quoi. Donc, c'est pour moi la priorité, c'est ça, c'est une bonne hygiène de vie, une bonne entraînement avec une bonne planification. Et là, tu réduis le risque de blessure, quoi. Et tu vois, même sur les ischios, hein, j'essaie de trouver les études. C'est pareil, c'est compliqué d'avoir des bonnes études parce qu'en fonction du sujet sur lequel tu fais, tu n'as pas les mêmes infos. Mais c'est, tu vois, moi, la grosse question que je me posais en début de saison sur Hand, c'est putain, comment ils font en prévention sur la chaîne poste, par exemple. Puisque nous, en rugby, c'était quand même une grosse thématique. La plupart des blessures sur le membre inférieur en rugby, tu vois, musculairement, c'est des ischios, des adducteurs, etc. Mais en fait, au Hand, tu t'aperçois qu'en ischio, c'est très, très rare. Tu vois, t'en as aux adducteurs et psoas, mais tu n'en as pas pour la chaîne poste. Donc, tu vois, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je fasse autant d'activation de protocole, entre guillemets, tu vois, chaîne poste que ce que je faisais au rugby, tu vois. Donc j'ai pris le parti de ne pas en faire. On n'a pas eu de soucis sur la chaîne poste, tu vois. Donc c'est, tu vois, ma réflexion, elle s'améliore, entre guillemets, chaque année aussi, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, mais moi je crois plus au fait de d'aller chercher des contraintes de plus en plus fortes, voire supérieures à ce que tu peux subir en match, mais des fois c'est pas toujours évident à mettre en place, mais je crois plus en ça pour éviter le risque de blessure plutôt que de faire du petit renfort au poids du corps ou à l'élastique. Ce qui est bien dans un premier temps hein, quand on est jeune, mais je pense qu'après faut développer. Ouais. Et moi, enfin, ce que je mets en place, du coup, c'est pas vraiment, tu sais, des protocoles en début de séance. C'est par exemple tu fais un exercice de force, tu vas avoir 3 minutes de récup, par exemple. Bah, je vais mettre un exercice, on va dire, annexe, qui demande moins d'énergie sur une autre partie du corps, où du coup, tu peux avoir quand même une sollicitation. Et du coup, ça, c'est pour gagner du temps, quoi. Quand tu es un Bien peu en sûr, hein. crise de temps, je pense des fois, ça peut être. Alors, pas Ouais, sur tous les complètement. exos, hein, mais de temps en temps, voilà, ça rajoute un peu de renfort pour mitiger le risque de blessure, quoi. Ouais, complètement. T'en as qui font ça aussi sur des récupérations, tu vois, de séances un peu de force où tu sais que tu as un peu plus de récup. Donc, oui, complètement. Et encore une fois, tu vois, tout va dépendre de ton contexte et de ta méthode. Si toi, tu as l'habitude de fonctionner comme ça et que ça marche bien, t'as pas de raison de changer, même si le prépa qui est deux divisions au-dessus de toi, il fait l'inverse, tu vois. C'est, Hmm. c'est pour ça que je pense que chacun, tu vois, doit garder un peu sa propre réflexion. Et tu vois, sur les réseaux, tu vois un peu de tout, tu vois. Et souvent, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison, mais je pense qu'il y a du bon et du moins bon partout. Il faut justement se servir de ça pour après faire sa propre méthodologie d'entraînement, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Question un peu plus, on va dire psychologique, mais tu l'as dit en début de podcast, on a affaire à des humains, du coup, tout le côté relation humaine, il est très important. Comment tu fais pour faire en sorte que tes gars ils soient investis et ils se donnent à 100%, notamment par exemple sur les travails de puissance ou d'explosivité où tu as les intentions à mettre qui sont hyper importantes et primordiales.
comment tu fais pour, on va dire les stimuler et qu'ils soient vraiment investis le plus possible? Ouais, donc ça, c'est la plus grosse mission pour moi en salle de muscu, tu vois? Faire un programme, c'est à la portée de tout le monde. Par contre, être capable d'animer la séance, de mettre de l'intensité, que les mecs se tirent un peu la bourre, augmentent tes perfs, c'est le plus dur et c'est le plus dur aussi parce que ça va dépendre du moment de ta saison. Est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as perdu? Est-ce que l'équipe est dans un bon mood ou pas? Tu vois? Ça dépend de tellement de facteurs que c'est compliqué, mais c'est aussi notre rôle de faire ça. Donc très simplement, déjà, il faut que les mecs aient confiance en toi et que tu sois aussi, que tu sois crédible par rapport à ce que tu demandes. Tu vois, si tu demandes un exercice, mais que tu es pas capable de le démontrer avec la bonne vitesse, pour moi, c'est pas sérieux. C'est pour ça que c'est important de pratiquer un minimum, hein. On te demande pas, tu vois, d'être le meilleur athlète, du club, mais il y a un minimum à avoir quand même pour être crédible face aux gars et après, il faut être derrière eux, faut les mettre par groupe, faut les stimuler. Tu vois, moi, il y a des séances où je les mets par groupe en fonction des perfs qu'ils ont et je sais qu'ils vont venir se challenger et tu vois, des fois, ça arrive dans une planning, je te dis un exemple à la con, on va faire un 3x3 en développé couché gamme montante où je leur demande d'arriver sur le 3, pas le 3 RM et une barre lourde, et après on a une barre un peu lourde, une RM. Ben, si à la fin du RM, putain, j'ai un mec qui se sent hyper bien, hyper frais, qui a passé la barre avec pas mal de vitesse et qui me dit eh ben, putain, vas-y, je suis chaud pour mettre plus lourd, est-ce que je peux tenter? Ben, mon rôle, c'est pas lui dire forcément hein, ben, non, non, la planif est comme ça, on fait pas autrement. Si le mec à ce moment-là, il est frais, il a l'énergie, il a envie, tu as l'ambiance dans la salle, etc., ben, laisse-le faire sa barre, il va mettre plus lourd et entre guillemets, tout le monde sera gagnant, tu vois. Donc, c'est être capable aussi de stimuler un peu les mecs comme ça. Et après, il ne faut pas hésiter à parler avec les joueurs, tu vois. À un moment donné, nous, sur le mois de novembre, on a eu un plus petit coup de mou parce que ce qui était dur à gérer, c'est qu'on a quand même gagné pas mal de matchs. On arrivait un peu cramé parce qu'on venait de faire la Coupe d'Europe avec deux matchs par semaine. Et là, du coup, tu vois, les mecs, inconsciemment, ils mettent un peu moins d'énergie, un peu moins d'intensité. Et là, ben, en fait, tu parles avec le staff, tu appelles un petit peu les deux, trois leaders de l'équipe et tu leur fais passer un peu le message. Voilà, là, ce serait bien qu'à la salle, vous y mettez un peu plus d'énergie, vous tirez les mecs un peu aussi avec vous, vous essayez de monter un peu ça. Tu vois, pareil, tu travailles aussi avec la musique que tu vas mettre en salle. La musique que tu mets en salle a aussi de l'importance, tu vois. Si tu mets que des Ouais. musiques un peu en mode des années 80 pour rigoler, alors c'est bien, hein, ça rigole, ça danse, etc. Il y a des moments où il faut mettre des musiques qui tapent un peu plus et où tu as envie de te dépasser. Hein. C'est un peu con hein, ce que je te dis, mais ça se passe comme ça en réalité, tu vois. Et donc après, il faut que tu arrives à avoir un peu ce groupe de leader là et qui t'aide aussi à bosser, quoi. Tu vois, c'est pas parce que c'est toi le seul prépa que tu dois tout gérer de A à Z. Il faut que tu te serves un peu des points forts de chaque mec. Alors, tous les joueurs ne peuvent pas le faire. Hein. Tu as forcément des joueurs un peu plus extravertis, un peu plus introvertis, etc. Mais tu vois, les mecs qui sont un peu plus anciens, qui sont là au club depuis un moment, etc., ben, ça a aussi de t'aider pour mettre cette énergie-là, quoi. Puis après, il faut être derrière les gars, dire oh, là, tu me mets plus de vitesse, là, tu montes le poids, là, tu baisses le poids. Il faut être Ouais. derrière eux, quoi. OK, ça Mais marche très, très, très intéressant. c'est une bonne question parce que pour moi, c'est vraiment le plus dur. Tu vas avoir cette énergie-là en salle et surtout en début de semaine, des fois, tu vois, il suffit que tu aies perdu un match ou que tu aurais jamais dû perdre. Les mecs, ils arrivent le mardi matin, ils savent qu'en vidéo, ça va être compliqué, que les séances elles vont être dures, le staff, il va pas être content. Si toi, tu arrives le mardi en muscu, tu fais la gueule, il y a une séance en plus qui est pas très cool. Si tu n'arrives pas à transférer d'énergie, tu as tout perdu, tu vois. Et notre rôle, c'est aussi ça. Hein. Le côté humain, pour moi, c'est 50% du job. Hein. C'est honnêtement, maintenant, des prépas qui vont avoir une dizaine d'années d'expérience, on va partir du principe qu'ils sont tous compétents dans le sens où ils font pas n'importe quoi, même s'ils ont leur méthodo, etc. Et qu'il y a des choses qu'on peut critiquer. Hein. Tout le monde est critiquable sur ça, mais je veux dire, le mec, normalement, il sait bosser. Et ce qui après va faire la différence, c'est l'impact sur le groupe, tu vois, le management que tu vas avoir, le leadership que tu vas avoir avec le groupe et la confiance que tu vas transférer au mec, quoi. Ça, c'est hyper important. Et notamment quand tu es Mmh. jeune. Parce que tu vois, moi là j'ai 30 ans, je me considère encore comme jeune. Ben, tu vois, j'entraîne des mecs qui sont moins âgés que moi, mais qui sont aussi plus âgés. Donc des fois, ben, tu as forcément la barrière que tu peux avoir un mec qui va avoir 50 ans, ben, c'est pas la même qu'avec un gars qui a 30 ans comme moi, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il faut réussir à gérer. Tu vois, des fois, tu titilles un peu avec les mecs, tu te chambres un peu avec les mecs, tu te fous de sa gueule sur une barre et tu dis, bah, vas-y, toi, montre-moi, boum, tu vas sur la barre, tu mets un peu plus. Ça se passe comme ça, quoi. Ouais et ça s'apprend sur le terrain et pas forcément sur, C'est clair. l'université ou quoi que ce soit, quoi donc Ah ouais, c'est voilà. Bah, de toute façon, c'est pas le rôle de la fac, hein, tu sais, il y en a beaucoup qui critiquent le rôle de l'université et de la fac. C'est un contenu qui est théorique, c'est un contenu qui est fait pour faire après de la recherche, du doctorat, et cetera. Ben voilà, on le sait, hein, la plupart des profs en fac, c'est des mecs qui ont jamais mis un pied sur le terrain ou alors très, très peu ou alors il y a il y a 30 ans. Donc faut pas aller chercher de la compétence et l'expertise avec eux. Il faut aller chercher une base, une méthodologie, des bases, sur la bioméca, l'anatomie, et cetera et après, le plus important, c'est d'avoir du réseau, d'aller voir comment ça bosse dans les clubs et se faire sa propre idée, hein. ouais, carrément, ouais et ça, du coup, quand on est assez jeune prépa et tout, on essaie de compenser un petit peu, tu sais, ce manque d'expérience qui apporte quand même pas mal, voilà, en échangeant avec les autres et cetera. C'est ça. Est-ce que, quelques dernières questions de fin, sur, les 10 années du coup d'entraînement que tu as fait, est-ce que tu as
as rencontré des défis ou ce genre de choses qui t'ont fait, des défis assez conséquents, mais qui t'ont fait un peu repenser ta manière d'entraîner, etc., et qui t'ont fait, on va dire, améliorer d'un point de vue philosophie d'entraînement ou même d'un point de vue général. Je sais pas si ma question est claire. Si, si, non, je vois ce que je veux dire. Après, enfin, c'est un peu compliqué dans le sens où, tu vois, moi, je pars du principe que chaque année, j'essaie d'améliorer mes contenus. Tu vois, par exemple, même quand j'étais au rugby, je partais jamais de la même planification, des mêmes proms. Alors, bien sûr, hein, si les matchs sont les mêmes, je veux dire, le fond est la même chose, mais j'aime bien partir tout le temps d'une page blanche, tu vois. Je sais que tu as des prépas qui aiment bien se créer des Excel tout faits, où en gros, ils vont être sectionnés après. Bon, ben là, je veux une séance de puissance avec les membres infs, etc. Boum, la séance, elle sort toute seule. Tu vois, moi, je sais que j'aime bien partir d'une page blanche même si ça me prend plus de temps, pour coller un peu plus au contexte, tu vois. Et souvent avant, tu vois, j'essayais d'avoir des séances un peu toutes faites et en avance pour pas être en retard. Mais maintenant, en fait, c'est l'inverse. Je fais exprès de faire au dernier mois pour que ça colle le plus possible à l'entraînement. Et tu vois, ça m'arrive des fois quand on a muscu à 10h, ben, je me lève plus tôt le matin et je vais faire mes séances de muscu à 7h30, tu vois. Et parce que je sais que ça me permet d'être le plus précis en fonction de ce qu'on a fait la veille et de ce qu'on va faire aussi l'après-midi. Tu vois, si je fais, admettons, ma séance, elle est le mardi, et moi, j'ai fait mes séances le dimanche. Par exemple, je fais mes séances le week-end pour être tranquille la semaine. Mais que le lundi, on a fait une séance qui était énorme en termes de volume d'intensité, et que moi, j'ai prévu un certain travail sur les cuisses. Si je m'aperçois que mon travail que j'ai pris le mardi est plus adapté parce que le lundi, on a fait ça, ben, je vais justement changer ça. Par contre, si je reste un peu entre guillemets bête et je dis bon ben non, trop tard, moi j'ai préparé les séances, tant pis, ben, c'est là que mon contenu n'a plus de sens. Et il faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, que le plus important, c'est le hand et c'est l'activité en elle-même, c'est pas la musculation. La muscu, c'est pour le sport, c'est pas l'inverse, tu vois. Donc ce qui m'a fait vraiment changer, c'est ça, c'est de me dire, ok, le plus important, c'est le collectif, c'est le macro, c'est d'avoir une planif globale plutôt que d'aller dans l'ultra détail, tu vois. Et c'est un peu ce qui me dérange en ce moment, enfin ce qui me dérange, je m'en fous, tu vois, mais c'est certains prépas qui se donnent des termes, tu vois, je suis aide physical trainer, responsable data, sport, data scientist, etc. Des mecs qui veulent aller dans l'ultra détail, etc. Et tu t'aperçois qu'ils font 60 heures semaine pour pas plus de résultats. Et quand je dis résultats, c'est pas un résultat compétitif, hein, parce que ça dépend de ton staff, de ton effectif, etc. Mais de résultats, on va dire, physiques. Tu vois, ils ont pas moins de blessés, ils ont pas des mecs en meilleure forme, etc. Tu vois, donc on a souvent tendance à partir trop dans le détail et de ne pas se concentrer sur la base et de bien faire la base, tu vois, de bien faire les choses simples. C'est ça pour moi le plus important. Ok. Est-ce que tu aurais eu une anecdote à nous partager sur les dernières années que tu as pu vivre en tant que prépa physique? Anecdote avec une équipe, un joueur, un staff, peu importe, ou tu as quelque chose qui a impacté positivement après ta suite, quoi. Bon, anecdote, j'ai pas vraiment d'anecdote précise, mais c'est plutôt, tu vois, les moments, tu vois, je vais revenir sur l'humain parce que pour moi, c'est l'essence même un peu de ce métier, tu vois. Tu travailles avec de l'humain, tu travailles avec un staff. Moi, j'aime bien avoir un staff avec qui je m'entends bien, avec qui je suis capable d'aller boire un verre après, d'aller manger au resto, etc. Et pour moi, c'est ça le plus important, tu vois. Et c'est ce que j'ai trouvé un peu dans le rugby à 13. On avait un staff qui était quand même soudé, où le staff n'a pas beaucoup bougé. On avait de très bonnes relations. Et là, c'est un petit peu la même chose au hand, tu vois. C'est-à-dire que bah, tu bosses quand même dans cette atmosphère où tu as de la pression, tu as de l'enjeu, tu as des responsabilités, le président te le fait savoir, etc. Mais après, tu as des moments où tu arrives quand même à couper et à prendre du plaisir, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'il faut ne pas perdre, c'est avoir un peu cet état d'esprit-là de, euh, de performance de haut niveau, mais dans une bonne ambiance, puisque si ça se passe mal avec ton staff ou si quand tu arrives le matin, tu fais la gueule parce que tu sais que ça va mal se passer, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc j'ai pas vraiment d'anecdote en particulier, mais c'est plus pour moi, le plus important, c'est d'avoir une bonne relation avec son staff. C'est ce qui te fait aussi durer parce que, ben, on a quand même des saisons qui sont longues, qui sont dures dans le sens où tu fais pas ce que tu veux, puisque, ben, tu vois, nous, la saison hand, on a 2 semaines de vacances à Noël et après on a que 5 semaines d'été. Entre, ben, tu pars pas en vacances. Tu vois, moi, j'ai des potes qui sont partis à droite à gauche, ben, je sais que je peux pas partir avec eux parce que la saison est comme ça. Donc si en plus de ça, ça se passe mal dans ton staff avec tes joueurs, c'est compliqué, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Dernière question pour conclure un peu ce podcast. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entraîneurs, aux prépas physiques, etc., qui nous écoutent? Bon, alors des conseils, bon, j'estime déjà que je suis personne pour donner des conseils à qui que ce soit, mais on va dire plutôt pour des jeunes, qui se lancent et qui veulent rentrer dans le monde de la prépa, de l'entraînement. C'est le message, je pense, tu vois, avec le recul, c'est d'avoir quand même un plan de carrière et avoir un plan de carrière si ça marche pas dans la prépa.
et dans l'entraînement. Puisqu'on sait quand même que les places sont chères. Tu vois, moi, si je prends mes années de licence et de master sur ma promo, je sais pas, sur 80 personnes, on est peut-être même pas, franchement, on n'est même pas 10 à en vivre. Et quand je dis en vivre, c'est en vivre convenablement, tu vois, pouvoir payer ses charges, partir en vacances, avoir une vraie vie, quoi, pas survivre. Puisqu'aujourd'hui, on le voit, tu as des prépas qui commencent et ils sont même pas 1000 euros par mois. C'est pas des salaires qui sont décents, tu vois. Aujourd'hui, tu fais n'importe quel job de commercial, tu vas un peu, tu gagnes déjà 2000 par mois. Donc, tu vois, c'est ça qui est quand même important parce que pour durer dans ce milieu, il faut pouvoir en vivre. Et souvent, les jeunes s'imaginent qu'ils vont de suite pouvoir aller taper à la porte des clubs pro. Bonjour, j'ai un Bac+5, j'ai un Master 2, je vais ici, je vais arriver avec 3000 euros par mois. Bah, ça marche pas comme ça. Donc, tu vois, le message, c'est il faut se former, il faut avoir un plan de carrière dans la prépa, mais aussi avoir d'autres objectifs au cas où ça marche pas, quoi. Et après, faut pas hésiter aussi à se monter solo en auto-entreprise et à faire des prestations de services un peu partout et à développer son réseau parce que bah, aujourd'hui, ça marche comme ça. Tu peux très bien être numéro un dans un club, ça peut très bien se passer. Du jour au lendemain, tu te fais virer. Si tu n'as rien construit ailleurs, tu n'es pas forcément sûr de retrouver un club directement derrière parce que nous chez les prépas, les places, elles sont hyper chères. Là, je me souviens, j'avais postulé dans un club il y a 2 saisons, je crois. Donc, je connaissais le prépa qui faisait le recrutement. Et enfin, j'avais pas postulé, mais j'avais appelé pour savoir un peu qui avait postulé, comment ça se passait. Il m'a dit, écoute, j'ai mis l'offre d'emploi il y a 24 heures, j'ai reçu 80 CV. Donc, bah, tu te doutes bien que quand tu reçois 80 CV, même si tu es bon et que tu es compétent, le club il va en profiter parce qu'il sait qu'il pourra avoir un prépa à moindre prix. Donc, c'est un peu aussi le revers de la médaille de ce secteur d'activité, c'est que bah, Mmh. ça peut être long et financièrement, ça peut être compliqué. Tu vois. Et c'est un message que j'ai envie de faire passer parce que bien souvent, t'en as, ils sont passionnés, hein, on est tous passionnés, mais il faut quand même pouvoir aussi en vivre et il faut quand même aussi se former sur tout ce qui est négociation, tout ce qui est business, tout ce qui est investissement parce que ben, ça marche comme ça, quoi. Et il faut pas perdre de temps. C'est bien, c'est intéressant parce que sur les diverses personnes avec qui j'ai pu échanger, ou du coup, régulièrement, je demande des conseils, ce genre de choses. Bah, il y en a pas beaucoup du coup qui enfin non, tu es même le premier je pense qui parle un peu de cet aspect-là où je pense, quand on commence là-dedans, comme tu l'as dit, on voit pas forcément ce côté-là et toi du coup qui a déjà un peu d'expérience, c'est intéressant je trouve que de le mettre en lumière. Bah, c'est fondamental parce que c'est aussi ce qui te fait durer dans ce secteur-là, tu vois? Après, on sait très bien comment Mmh. ça marche, hein. Il y a certains prépas qui ont des postes parce qu'ils connaissent les bonnes personnes, ils sont là un bon moment. Donc, le facteur chance, c'est aussi un facteur important dans notre milieu, hein. Il faut être là au bon moment, au bon Oui, endroit, tu vois? Moi, j'ai eu la chance on aussi la avec le provoque Phoenix. aussi. Voilà, on la provoque, mais le facteur chance, il est aussi important. Et il faut être capable de durer, tu vois? Je sais plus, j'ai vu je sais plus quel podcast c'était, d'un prépa là qui disait que justement, à un moment donné, il s'est posé des questions. Il s'est dit: «OK, alors je fais ma passion, je fais 50 heures de prépa par semaine, mais je suis payé à 800 € par mois», tu vois? Donc à un moment donné, quand tu as 5 ans d'expérience, enfin 5 ans, un bac+5 pardon, des années d'expérience, que tu es compétent et cetera, à un moment donné, tu peux pas accepter payer ce prix-là. Et le souci aussi, c'est Mmh. que tu as des jeunes qui acceptent n'importe quoi. Et même pour les gars qui sont un peu plus vieux, c'est pas bon parce que ça fait baisser les prix du marché, tu vois. Si toi, tu arrives, tu dis, ben, moi, je veux 2000 et que tu as un autre à côté qui dit, ben, moi, je te fais ça pour 1000 euros, forcément, les prix vont vers le bas. Et tu vois, c'est pas aussi bon pour notre métier et notre profession parce que souvent, dans les staffs, les prépas, c'est un peu les moins payés, c'est pas les moins respectés, tu vois. Je vais pas dire ça comme ça, mais c'est un peu les oubliés. Tu vois, tu as des staffs, je sais pas, tu as un entraîneur, il gagne 10 000 € par mois et tu as le prépa à côté qui fait autant d'heures que lui, qui va gagner 2 000 € par mois. Alors, ok, c'est pas la même responsabilité, c'est pas les mêmes charges, les mêmes contraintes, etc. Mais pour moi, tu dois pas avoir autant d'écart dans un staff comme ça, quoi. Enfin, c'est pas concevable. En tout cas, moi, c'est ma vision de la prépa à long terme, on va dire. Et je sais que si un jour je peux pas avoir ce que je souhaite dans un club et que je suis pas rémunéré à ma juste valeur, ben, ce sera le moment de partir, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. On parle beaucoup de métier passion et je pense que c'est le cas. Mais à un moment donné, il faut pouvoir, comme tu l'as très bien dit, pouvoir vivre de Bah sa ouais. passion justement et pas accepter n'importe quel, salaire, quoi. Bah, tu vois, faut être capable de refuser les contrats, là, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu des demandes là pour bosser, là, pendant les 15 jours de fête. Bah, oui, OK, j'aurais pu gagner un peu plus parce que j'allais faire du coaching, mais je me suis posé la question: «Est-ce que c'est pas plus, rentable pour moi de garder de l'énergie, de passer un peu plus de temps avec ma famille, avec mes amis et cetera, que d'aller, essayer de gagner, 300-400 balles de plus, quoi?» Donc c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Donc des fois, il faut savoir refuser des contrats pour en avoir peut-être d'autres qui arrivent derrière et se respecter, quoi. Parce que sinon tu t'en sors pas, quoi. Enfin moi j'en ai connu, hein, des mecs qui ont arrêté, d'ailleurs ils ont changé de profession. Les mecs étaient très, très compétents, vraiment rien à dire. Ils bossaient 50 heures semaine, ils étaient complètement exploités. À un moment donné, tu peux pas accepter ça, quoi. Et si on veut que notre métier soit vraiment valorisé, reconnu, bah, il faut il faut qu'on se tire aussi tous vers le haut, quoi. Ouais, carrément, ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus
Écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. Je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Bah, écoute, non, je pense qu'on a on a fait pas mal le tour, donc déjà, bah, je te remercie un peu pour l'invitation. J'espère que ça va peut-être aider certains jeunes qui se lancent, peut-être de certains qui ont un peu plus d'expérience que moi, peut-être les conforter un peu dans leurs idées et leur philosophie. Et s'il y en a certains qui voient ce podcast, qui veulent échanger un peu plus, bah, pas de problème pour échanger, hein, sur message privé. Je sais pas sur quelle plateforme tu vas les mettre, mais voilà, s'il y en a qui veulent me contacter, en tout cas, il y a pas de souci pour échanger. J'essaie justement d'avoir des prépas, physiques régulièrement au téléphone pour voir comment ça se passe ailleurs. Et tu vois, des fois, tu des gars qui font des interviews, ils te posent des questions un peu, typiques comme ça. Quels sont les derniers livres que tu as vus? Quels sont les derniers entraîneurs, à qui tu te réfères? Et moi, j'ai pas vraiment de base là-dessus parce que je préfère me référer justement à des gars qui sont dans le même sport que moi ou dans d'autres sports et sur lesquels je vais pouvoir apprendre des choses, voir eux comment ils bossent, comment ils voient la profession, etc. Et pour moi, c'est autant enrichissant, tu vois, de discuter avec plein de mondes d'univers différents que forcément se baser que sur un livre d'un gars qui a écrit ça il y a 10-15 ans, même si c'est des bases et des fondamentaux, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense l'échange, et c'est aussi le but de ce podcast, d'échanger et puis de prendre un peu ce qu'on a à prendre chez chacun, chez chaque prépa, et cetera, d'univers différents et après de faire, comme dit Max Altenhoven, faire, créer sa culture. J'aime bien cette phrase. Ouais, Donc c'est ça. voilà. Écoute, C'est ça merci à toi. Merci à et toi. juste, tu vois, pour finir, Vas-y, vas-y. qu'on se Vas-y, tire vas-y. tous vers le haut parce que, tu vois, ce que tu dis, chacun crée sa propre méthodologie. Tu balances des trucs sur les réseaux sociaux parce que, tu vois, pareil, c'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, même si moi, c'est pareil, c'est pas un truc que j'aime énormément, que je maîtrise, mais j'ai quand même des bases là-dessus, j'essaie de publier un peu. Ça reste un peu, un facteur important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où si tu communiques pas, ben, tu es mort. Tu as beau être le meilleur prépa, si personne ne le sait, ben, tu travailles pas. Donc, je sais que Mmh. l'ancienne génération a un peu plus de mal, et même le staff actuel avec GT, hein, ils m'ont dit justement, on veut pas d'un Max Altenhoven bis sur, sur ça, mais ça fait partie du job, tu vois. Si demain tu perds ton club et que t'as pas fait de com et de pub ailleurs, ben, personne peut te connaître, personne peut te contacter. Donc, tu vois, c'est aussi un message, hein. Il faut maîtriser maintenant les réseaux sociaux, il faut savoir se vendre et c'est hyper important pour le développement futur. Et surtout, il faut pas se critiquer entre prépas sur ce qu'on voit sur les réseaux. On connaît pas le contexte, on connaît pas le niveau de l'athlète, on sait pas pourquoi il fait ça à ce moment-là. C'est voilà, c'est faut pas qu'on se critique entre nous, il faut qu'on essaie de se tirer vers le haut et voilà. Je suis carrément d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup à toi en tout cas d'être intervenu sur le podcast. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant donc vraiment je te remercie. Merci à toi, avec plaisir. Avec plaisir. Je mettrai, en description du podcast, les liens de Instagram et cetera si les gens Ouais, veulent, super, ouais. venir avec toi et voilà et sur ce, pour les auditeurs, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et puis on se retrouve, une prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut! Salut, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.